Et voilà, on y va. On va parler performance et bien-être. Le sous-titre de ce webinaire, alors comment ça va s'organiser déjà? Ça va être une demi-heure à peu près de présentation et puis derrière de l'échange et de la question-réponse. Le principe, le sous-titre de ce bien-être, c'est développer un mental de champion au service de mon entreprise. Donc le principe, c'est vraiment simple. C'est qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'individu pour m'assurer une certaine performance dans ma manière de fonctionner professionnellement. Et puis derrière, bah, ce sont des ressorts qu'on peut aussi utiliser personnellement. Mais ça, on va parler un peu plus loin. Alors, avant de commencer, on va partir d'une première base, c'est que je vais me présenter. Moi, je m'appelle William Roy. Mon boulot, c'est d'être coach. Donc, coach, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pose des questions, j'obtiens bah, des réponses, et puis généralement, à la fin, tout le monde a le sourire. Ça, c'est mon métier tel qu'il est pensé, tel que je le pense depuis maintenant près de 8 ans. J'ai commencé, 9 même maintenant, j'ai commencé à bosser le sujet d'abord en me formant juste au coaching, puis ensuite je me suis formé aussi à la PNL, je me suis formé à ce qu'on appelle l'investigation appréciative, qu'on résume en IA, à ne pas confondre avec l'intelligence artificielle. J'ai déjà eu droit à quelques dialogues de sources sur le sujet, c'était assez drôle. Je me suis aussi formé donc, à ce qu'on appelle le QE Pro, qui est un outil sur la gestion des émotions, la compréhension et l'intelligence émotionnelle, euh, mais aussi à l'hypnose. Hop, et voilà, nous allons dire bonjour à Fiona. Voilà, je me suis formé à l'hypnose et dernièrement, je me suis formé à la préparation mentale dans le monde professionnel. On va appeler ça la PMP entre nous. Bonjour Fiona. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec tout ça, en fait, on arrive avec une trousse à outils intéressante pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir à la fois de la perf et à la fois du bien-être. Parce qu'en fait, c'est un lien qui n'est pas toujours fait et c'est bien dommage. Alors, le bien-être comme la performance peuvent être liés notamment à une notion d'environnement. Donc, l'environnement, c'est relativement simple. C'est quoi? Donc l'environnement, c'est le lieu, n'est-ce pas, dans lequel on travaille. Ok, ça va être le matériel avec lequel on travaille. Donc là, je vous renvoie au confinement 2020 où il y a eu une explosion des ventes de chaises de bureau. Ce n'était pas pour rien, c'est parce que le besoin était réel. On sait que la performance et l'environnement sont liés aussi au matériel, mais c'est aussi lié aux outils qu'on va différencier du matériel. Donc, par exemple, le matos, c'est quoi? C'est la chaise de bureau, le bureau, et ainsi de suite. Les outils, ça va plutôt être les logiciels, comment tourne la bécane, on en parlait tout à l'heure, avoir Zoom installé à notre époque, c'est plutôt utile et ça enlève de la friction quand on veut être rapidement opérationnel pour un webinaire, pour un appel, pour ainsi de suite. À l'heure actuelle, les postes ont beaucoup de logiciels de visioconférence installés, c'est pas pour rien. Excusez-moi, je suis toujours un peu pris, mais ça va aller mieux. L'autre aspect de la performance, on va en parler un peu plus loin, ça va être l'état d'esprit. Mais avant de démarrer cette notion de parler de cette fameuse de ce fameux état d'esprit, moi, je voulais vous parler de la performance saine. Euh, je me suis aperçu en travaillant la notion de performance avec mes clients qu'on avait parfois, c'est un peu comme nos notions d'ambition, si vous voulez, c'est qu'on a une définition de la performance qui est potentiellement problématique. Je dis bien potentiellement problématique parce que à un moment donné, on oublie que cette performance, elle peut être saine. Elle peut être saine. Alors, personnellement, je mets trois axes qui permettent d'avoir une performance saine. La première, en fait, c'est ce qu'on va appeler les 3 S. Donc, c'est une performance qui est structurée, qui est soutenable, hop là, et souhaitable. Ça permet un truc très simple. En fait, c'est qu'on arrête de s'épuiser sur les trucs inutiles. On arrête d'y aller à l'instinct et surtout, on y va avec un rythme qui est soutenable sur le long terme.
Ce rythme soutenable sur le long terme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on est clairement là dans la recherche d'une performance continue et pas dans la recherche d'une performance exceptionnelle. On arrive à faire des records parce qu'on fait de la performance exceptionnelle, mais tout ça au milieu d'une performance qui est saine, c'est-à-dire une performance qui est structurée, qui est soutenable et qui est souhaitable, qui est travaillée de manière à ce que derrière, on puisse continuer à fonctionner. C'est aussi ça qu'il y a dans le souhaitable. Le souhaitable, ça veut dire que la performance va devenir potentiellement un quotidien et non pas simplement une exception. Un autre point qui va être intéressant avec cette notion de performance saine, c'est que c'est une performance qui va encourager la croissance d'abord des employés et ensuite de l'entreprise. Alors, ça peut être fou de penser comme ça. Ça peut être très, très mal perçu par certaines personnes de dire que d'abord, on pense aux employés, puis ensuite uniquement à l'entreprise. Et pourtant, c'est ça qui est fantastique. C'est que une entreprise, c'est la somme de ses compétences. Une entreprise, c'est quoi? Tout simplement, ce sont des gens compétents, complémentaires, a priori en tout cas, qui vont fonctionner ensemble, qui vont créer un système qui va avoir sa propre dynamique et qui va se développer. Donc, si on pense la performance qu'en mettant d'abord la croissance des employés, donc des personnes faisant système, plus que du système en lui-même, in fine, on va quand même avoir une croissance du système, on va quand même avoir une croissance de l'entreprise. Simplement, on va d'abord miser sur les employés. Accessoirement, ça augmente leur employabilité, même ailleurs dans l'entreprise, ailleurs que dans l'entreprise où ils sont actuellement, mais ça, c'est presque de l'ordre du détail, parce que tant qu'ils montent en compétences au sein de l'entreprise, c'est l'entreprise qui est gagnante. Un autre point, c'est qu'une performance saine va avoir une contribution globale au sein de l'entreprise. Donc, cette contribution globale au sein de l'entreprise, c'est un domaine qui performe, un département, on va dire, un service qui va performer, qui va être, lui, dans la performance saine et dans la recherche d'excellence, va pouvoir irriguer en quelque sorte les autres de cette performance, va pouvoir lui permettre de mieux fonctionner. Parce que quand on a un département vente ou prod qui fonctionne très bien, le travail des autres est clairement facilité. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler la performance saine. C'est une performance qui est structurée, soutenable et souhaitable, qui mise d'abord sur la croissance des employés, puis sur la croissance de l'entreprise, et enfin, qui va décloisonner l'entreprise parce que quand un endroit performe, en fait, il va propulser les autres avec lui. Et ça va être intéressant. Si vous avez fait, si vous vous souvenez de vos cours d'éco au lycée, on appelle ça, enfin, dans la partie sur le Japon, on parle souvent du vol d'oie sauvage, n'est-ce pas? Qui est la théorie économique japonaise où un fleuron industriel va tirer l'ensemble du groupe industriel qui est représenté. Ça a été le cas, par exemple, avec Toyota ou Yamaha où le fleuron d'une époque tractait tout le reste du groupe. C'est exactement pareil. Ça, c'était la petite précision d'usage sur la performance saine. Maintenant, j'aimerais qu'on aille ensemble sur voilà, les racines du mal. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à parler de performance saine et de bien-être là, maintenant, aujourd'hui? On sort de 2 ans, on y est encore actuellement, mais on fait comme si tout était redevenu normal, mais on est quand même dans une situation actuellement qui est assez fatigante nerveusement. On a des personnes qui sont carrément désengagées au travail et qui en ont plein les pattes du boulot, qui ne travaillent pas comme elles pourraient ou comme elles voudraient, pour plein de raisons. L'une d'entre elles étant le coronavirus, l'autre étant le recours au télétravail ou le recours au travail dans les locaux qui ne satisfait pas toujours les gens. Mais bon, on a en tout cas un problème de désengagement. On a un autre problème, c'est qu'on a un problème de motivation potentiellement. Cette motivation, c'est quoi? En fait, on va reparler de la motivation, mais c'est quoi? C'est l'envie de faire le job. Cette procrastination, on la voit, hein, c'est le fait de tout faire sauf son job, quoi. C'est là, ça existe, et ça serait dommage de se cacher
derrière sa dignité en disant que ça n'existe pas dans notre entreprise. Ça existe dans quasiment toutes les entreprises, y compris pour les travailleurs indépendants, et c'est bien normal. On a tous des jours où on est moins motivé que d'autres. Le problème, c'est que la procrastination actuellement, elle est facilitée par le recours systématique aux écrans et aux outils numériques. Elle est également facilitée par le fait que on n'a jamais eu autant de distractions possibles, en fait, tout simplement. Et surtout, on est pour beaucoup, en tout cas là, dans cet appel, on est sur on est sur la prestation intellectuelle qui nécessite la plupart du temps un terminal numérique qui est aussi généralement un terminal d'amusement pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'est très facile. Et il y a un dernier point sur lequel peu de gens osent intervenir, c'est la notion de fausse route. C'est que de plus en plus de personnes se trompent de combat. On a des entreprises qui se trompent de combat et qui oublient carrément, voilà, qui oublient carrément de penser stratégiquement les différents projets et font les projets parce que le projet est là, il nous tombe tout cuit dans le bec, il arrive et typiquement, on se dit il vaut mieux manger maintenant. C'est assez vrai pour beaucoup d'entreprises, c'est normal de vouloir survivre. En revanche, cette notion de fausse route, elle est parfaitement terrible pour notre notion de performance parce que quand on fait fausse route, généralement, qu'est-ce qui se passe quand on est en voiture et qu'on fait fausse route? On s'arrête, on fait demi-tour, on repart dans un sens, puis dans l'autre, on cherche notre chemin et au final, on perd des plombes. C'est exactement pareil avec une entreprise, sauf qu'au lieu de perdre seulement du temps, on va aussi perdre de l'énergie et de l'argent. Donc la fausse route en entreprise, c'est pire qu'une fausse route quand tu es en randonnée, où ça va te coûter du dénivelé, des douleurs aux cuisses et aux genoux et des marques de lanières de sac à dos sur les épaules. Là, ça peut carrément te coûter ta boîte parce que tu vas créer des projets qui ne servent à rien pour ton entreprise. Qui ne servent à rien dans le sens où, certes, ils peuvent être rémunérateurs, ce qui est déjà bien, mais ils risquent aussi d'être mal compris. Attendez, j'ai une alerte, mais je ne sais pas d'où elle vient. Non, très bien. Donc, ça va être aussi le moment où on va peut-être gagner de l'argent, mais on va être reconnu pour le mauvais chantier, pour la mauvaise expertise. Et là, c'est carrément dommage. Donc, tout simplement, les racines du mal, désengagement, procrastination et fausse route dans les principales. Et il y en a une qui est un peu moins vue, un peu moins connue, qui est cette notion de décalage. Hop là. Hop. Décalage entre le mental et le besoin. Et ça, c'est un vrai problème aussi. C'est quand on aborde une situation avec un état d'esprit, alors qu'en fait, c'en est un autre qui serait le plus rentable. Et on va voir tout ça et on va voir que ça, en fait, ça fait partie des freins qu'on va lever grâce à ce que je vais vous présenter juste après, qui sont les 3 piliers de la performance saine. Alors, ces 3 piliers-là, ils ne viennent pas de nulle part. Ce sont des piliers qu'on utilise en préparation mentale des entreprises, généralement, qu'on utilise en préparation mentale pour les sportifs également, puisque j'ai travaillé le sujet avec plusieurs personnes certifiées et qui m'ont bien montré que c'était le cas. Ça marche aussi en coaching dans mon métier. Je travaille souvent sur ça. Donc, il y a un premier point qu'on va appeler la motivation. Je vous avais dit qu'on en parlerait. Alors, attention, on n'est pas dans la motivation en mode tu peux le faire. Il y en a un autre, on va parler d'action. Et à la fin, on va parler de routine. Alors, les routines, on garde ça pour la fin. La motivation, qu'est-ce que c'est? La motivation, si on part du fin fond du principe même de la motivation, c'est avant toute chose une histoire de sentiment. Quand on parle de motivation intrinsèque, c'est-à-dire moi qui me motive, ce n'est pas moi qui cours après une carotte. Je vous le rappelle, la motivation à coup de carotte et de bâton, c'est bon pour les ânes, éventuellement pour les chèvres, mais pour les êtres humains, la seule vraie motivation qui fonctionne de manière durable et, on va dire, écologique, c'est-à-dire sans flinguer la personne, c'est ce qu'on va appeler donc la motivation intrinsèque. Et cette motivation, elle se base sur des sentiments. On part du principe qu'il y a 7 grands sentiments. Moi, je vous présente les 3 principaux, les 3 plus utiles dans notre coin, pour notre propos. Le sentiment d'utilité, le sentiment de plaisir et le sentiment de liberté.
Ces 3 sentiments-là, ils vont nous permettre pas mal de choses déjà. Voilà. Le sentiment d'utilité. Est-ce que ce que je fais est utile? Donc là, du coup, est-ce qu'il a une valeur? Et surtout, est-ce que ce que je fais est reconnu comme ayant de la valeur? Ça, ces 2 questions-là, est-ce que ce que je fais a de la valeur et est-ce que ce que je fais est reconnu comme ayant de la valeur? Ce sont 2 questions fondamentales qui permettent de développer la motivation intrinsèque des personnes. Ensuite, il y a cette notion de plaisir. Est-ce que je kiffe ce que je fais? Ça, déjà, est-ce que le kiff est présent? Si le kiff est présent, alors on peut commencer à discuter. Mais cette notion de kiff, de plaisir dans ce qu'on fait, elle est essentielle, tout simplement parce qu'elle nous permet en fait de développer le plaisir dans l'effort. Si vous discutez avec un marathonien, il va vous dire j'aime courir. Et pourtant, pour la plupart des gens, cette phrase-là, j'aime courir, elle n'est pas logique. On court, on est essoufflé, on a mal aux pieds, on a mal aux jambes, on a des vibrations dans tout le corps. Et lui, il adore ça parce qu'en fait, il a pris du plaisir, il a appris à aimer, à apprécier l'exercice qui est la course à pied. Et bien là, c'est exactement pareil. Si on arrive à intégrer la notion de plaisir dans ce qu'on fait, alors on va développer une motivation d'autant plus forte. Et le dernier point, c'est la liberté. Alors, la liberté, il y a 2 dimensions. La première liberté, en fait, c'est la liberté de faire les choses comme je veux. OK. Donc, est-ce que j'ai une liberté de process? Ou en tout cas, est-ce que j'ai un cadre dans lequel je suis un process un peu comme je le souhaite? Et enfin, il y a est-ce que je construis ma liberté avec ce que je fais? Typiquement, est-ce que mon job me permet d'avoir les soirées, les week-ends que je veux avoir? Ou est-ce que mon job m'épuise tellement que le soir, je suis juste bon à me rouler dans la couette et à rien foutre de ma soirée en me disant, mais mon Dieu, c'est pas normal. Ça, c'est ultra important de comprendre que cette notion de liberté, elle est fondamentale pour beaucoup de gens et pourtant elle n'est que très rarement traitée sous l'axe professionnel. On va considérer, et c'est marrant, j'en ai fait un post LinkedIn tout à l'heure, on va considérer qu'un employé, qu'une salariée a juste le droit de bosser et n'a rien d'autre que ça à faire. Et en fait, c'est parfaitement faux, on le sait. Les récentes études sur le management et le leadership montrent bien que si on a des gens qui se sentent libres et qui le sont effectivement, qui ont une certaine dose de liberté et de choix dans leur quotidien, alors on a des personnes qui sont bien plus efficaces au travail et bien plus mobilisées. Donc en fait, avec cette notion d'utilité, de plaisir et cette notion de liberté, on a déjà les principaux ingrédients de la motivation intrinsèque saine qui vont permettre une belle performance. Ensuite, il y a cette notion d'action. Tout à l'heure, je disais que beaucoup d'entreprises font fausse route, font des projets qui peuvent être perçus comme étant des pertes de temps et qui le sont finalement réellement. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un premier boulot de qualif à faire sur les actions et un deuxième boulot qui est un boulot de découpage. Hop là. Voilà, un boulot de découpage. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qualifier les actions. Est-ce que ce que je le réalise par habitude, par peur ou par intérêt? Et si l'intérêt est là, lequel est-ce? Est-ce que c'est un intérêt monétaire? Est-ce que c'est un intérêt intellectuel? Est-ce que c'est un intérêt social? Et ainsi de suite. La qualification des actions qu'on va mener lorsqu'on est en train de réfléchir dans une dimension de performance, ça mène quoi? Ça mène en fait un truc ultra fondamental. C'est que du coup, on met du sens dans le boulot. On met du sens au travail et ce sens-là, en fait, personne ne peut nous l'enlever par la suite. Même si le client change, même si le contexte change, si le sens reste le même, on a toujours une action qui va être menée avec une bonne motivation. Cette qualification de l'action, elle passe par des questions qui peuvent être très personnelles, comme est-ce que je me reconnais dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que, encore une fois, on y revient, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est plaisant? Mais ça peut aussi être, est-ce que cette action-là, qui peut être parfaitement chiante, excusez mon langage, va permettre un meilleur avancement du projet au global?
Le projet de l'entreprise étant quoi? Étant la pérennisation de l'activité, voire son accroissement et sa croissance. Donc, est-ce que là, passer 2 heures avec ce client toxique comment dire, désosser tout ce qu'on est en train de faire pour savoir qui a fait la bêtise, c'est vraiment utile pour la suite? Et ça, je suis navré, mais il y a énormément d'entreprises qui passent du temps à des clients relous pour essayer de voir qui a fait la connerie, alors qu'en vrai, ça n'apporte rien à personne. À part pour éventuellement crier sur Jean-Mi et lui dire « Putain, Jean-Mi, t'as encore fait une connerie ». Mais au final, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, ça serait de voir comment faire en sorte que cette bêtise ne soit plus réalisable de nouveau. On change l'action et on la rend plus qualifiante. Au lieu de voir qui a fait la bêtise, on va plutôt voir comment ne plus jamais la faire. Et enfin, le découpage. Alors, en formation de coach, on a tout le temps plein d'histoires à la noix, tout le temps plein de phrases à la noix, et l'une d'entre elles, c'est, vous savez, un jour, il y a un mec, il a mangé une baleine. Alors, comment est-ce qu'il a pu faire un truc comme ça? C'est très simple, il a mangé morceau par morceau. Et c'est le principe même de n'importe quel objectif qui est de le découper. Donc, un objectif, on va le découper en phases. OK? Donc, ce phasage de l'objectif, il est intéressant. Sauf que ces phases, derrière, généralement, il vaut mieux les découper en actions. Et c'est là où on arrive avec des principes comme le principe de backlog qu'on va retrouver en Scrum, mais aussi le principe de to-do. Voilà, ces principes-là sont toujours intéressants. Cependant, il y a certaines personnes qui réagissent super mal à ça. Donc, en fait, le principe même autour du découpage, c'est quoi? C'est réfléchir à développer une granulométrie, on va dire, de tâches pour ne pas tomber dans le découpage en micro-tâches, ne pas tomber non plus en disant, bon, ben voilà, tiens, cette semaine, tu fais le site Internet. Ce n'est pas possible de réfléchir comme ça, puisqu'un site Internet, il y a plusieurs phases entre la création d'une architecture, l'intégration d'une charte graphique, la création aussi d'une architecture technique avec le côté serveur et ainsi de suite, et potentiellement un éditeur de contenu. Bref, dire à quelqu'un « fais le site Internet » ne veut strictement rien dire. Et là, on est dans une action à faire qui n'a aucun sens pour qui que ce soit, à part pour des pros qui vont dire « Ok, donc moi, je vais le découper à ma sauce et c'est réglé ». Mais avant qu'on en arrive là, il vaudrait mieux dire, bon, OK, cette semaine, on s'occupe de ce qu'on va appeler les coulisses du site Internet, par exemple. Et après, on s'occupera de ce que tout le monde va voir quand ils vont se connecter sur l'URL en question. Donc, tout ça pour vous dire que le découpage des actions, il est essentiel, ne serait-ce que pour savoir où est-ce qu'on va et dans quel ordre, et surtout où est-ce qu'on en est, pour aussi faciliter la transmission d'informations entre les gens. Le dernier point, le dernier pilier de la performance saine, c'est ce qu'on va appeler les routines. Alors, les routines, je vais en parler, mais pas si longuement ça, tout simplement parce que j'en ai fait toute une vidéo et il y a même une formation gratuite qui a collé à cette vidéo. Mais globalement, c'est quoi? C'est le bon état d'esprit. Hop. Au bon moment. Autrement appelé dans mes notes, le M&M's pour le bon mindset au bon moment. Voilà. C'était une blague pourrie et je l'assumerai pleinement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu abordes ton cours de yoga en étant chaud patate comme un supporter de l'OM qui rentre au virage nord, il y a peu de chances pour que tu atteignes l'illumination la plus profonde. De la même manière, si tu vas à un enterrement avec en tête les 200 conneries de Jim Carrey dans ton film préféré, dans ton film comique préféré, pareil, tu ne seras peut-être pas nécessairement dans le bon mood pour faire ce qu'il faut. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir le bon état d'esprit au bon moment en utilisant des routines. Routines, pas du tout au sens Miracle Morning où tu te lèves à 5 heures du matin, tu fais 28,5 salutations au soleil avant de lire 4 pages d'un livre et faire 200 mantras, mais plutôt des routines au sens de la préparation mentale, là plutôt des sportifs et la préparation mentale d'entreprise, c'est-à-dire là, c'est le moment de faire du design, je me mets en mode créatif. Qu'est-ce qu'il me faut pour me mettre en mode créatif? Il me faut une ambiance détendue, il ne faut pas que je sois derrière mon bureau, donc on crée le contexte de performance. On agit sur l'environnement, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on agit sur l'environnement pour la performance aussi.
Typiquement, quand personnellement j'ai de l'écriture à faire, je suis bien sur mon canapé. Cependant, je suis mieux à mon bureau quand j'ai un Zoom à faire ou quand j'ai un webinaire ou autre à faire, je me suis mieux à mon bureau. Là, on travaille sur l'environnement. Ensuite, on pourrait travailler aussi sur l'état d'esprit à proprement parler en utilisant, par exemple, la musique pour se mettre dans un mode pump it up pour s'occuper d'un truc un peu relou comme la compta. Ou au contraire, ça, c'est une collègue de travail à l'époque où je bossais au musée du Quai Branly qui faisait ça. Du moment où il y avait des chiffres impliqués, c'était silence complet, musique classique et petit panonceau à l'entrée disant surtout ne pas déranger. Et là, en fait, on est sur quelqu'un qui crée son environnement et son état d'esprit pour faire sa compta tranquille. Alors, pas tout le monde a des problèmes pour faire la compta, mais on a tous des tâches sur lesquelles on pourrait devenir encore meilleur, encore plus performant en travaillant à la fois notre état d'esprit et notre environnement. Là, on est déjà bien avancé sur la notion de prépa mentale. Moi, ensuite, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de bosser un principe qui est le principe d'amélioration continue. Excusez-moi, voilà, il y a une petite écriture en bas, ça me gênait parfaitement. Ce principe d'amélioration continue, il est relativement simple. Pour moi, il y a deux idées très fondamentales qu'on oublie parfois trop facilement. La première, c'est la boucle courte, comme mes cheveux. Et puis l'autre, c'est avoir le doigt sur le pouls de manière assez fondamentale. Donc la boucle courte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler des boucles de feedback très courtes. Alors, si vous avez traîné vos guêtres dans une gare dernièrement, enfin depuis à peu près 7 ou 8 ans, vous avez déjà dû apercevoir les bornes SNCF. Êtes-vous satisfait de votre expérience avec un bouton oui d'un côté et puis de l'autre, un QR code qui vous emmène dans un tunnel d'à peu près une trentaine d'écrans pour que vous puissiez déposer un avis négatif. Ça, ce n'est pas une boucle de feedback. Ça, c'est une vaste escroquerie mentale. Point barre. D'ailleurs, ça avait été traité par une publication qui c'était assez marrant, qui disait que globalement, la SNCF se foutait de la gueule et avait juste peur des avis négatifs et voulait des avis négatifs absolument contextualisés, alors qu'en vrai, ce qui comptait, c'était surtout de savoir si les gens étaient satisfaits ou pas. Le pourquoi, il est intéressant, mais généralement, les gens qui ne sont vraiment pas satisfaits, ils l'expriment pleinement. Donc, du coup, les boucles de feedback, on fait des boucles courtes. Je vous prends un exemple. Dans la plupart des entreprises, il y a ce qu'on appelle des entretiens annuels. Donc, ce qui veut dire que si on veut corriger la trajectoire d'une personne dans l'équipe, on va le faire soit au quotidien, soit dans un temps ritualisé qui a lieu une fois par an. Cependant, le vrai problème de ces entretiens annuels, c'est que du coup, il y a plein d'occasions de correction de cap qui sont manquées. Aussi simplement que ça, si on fait un entretien par an avec un salarié, un entretien par an avec un prestataire avec lequel on travaille régulièrement, mais il se passe quoi? Il se passe que les 364 jours restants de l'année, cette personne n'a quasiment aucun feedback et vous ne savez pas où est-ce qu'elle en est. Donc, clairement, c'est de la connerie pure et simple que de faire un entretien annuel, là où on pourrait faire des entretiens typiquement trimestriels. Il y a certaines boîtes qui se sont mis à faire ça. Hop là. Et ces entretiens-là, en fait, sont bien plus efficaces et bien plus intéressants parce qu'on a des boucles plus courtes qui permettent, en fait, d'améliorer plus rapidement et plus instantanément la performance des personnes et surtout la manière de les guider pour qu'elles soient pleinement bien dans leur boulot. L'autre point essentiel, c'est l'idée d'avoir le doigt sur le pouls de l'entreprise. Quand on est une marque, on utilise des outils de social listening, donc des outils qui vont surveiller votre marque sur les réseaux sociaux, qui vont vous permettre de savoir ce que les consommateurs peuvent dire de votre marque. N'importe quelle entreprise fait ça. J'avais un pote qui bossait dans la téléphonie. Il s'avère qu'un jour, moi, j'ai eu un problème avec mon téléphone portable qui était de la marque Wiko. J'ai tweeté un truc sur Wiko. Mon pote m'a appelé le lendemain en me disant alors, tu t'en es sorti de tes histoires? Il ne bossait pas chez Wiko, il bossait chez un concurrent. Et donc, il écoutait ce qu'il se passait, ce qui se disait sur sa marque, mais aussi sur les concurrents, pour bien comprendre quel était l'état de la satisfaction client, quel était l'état du marché et de l'audience à ce moment-là. Et ce réflexe-là d'écoute, on ne l'a parfois pas dans l'entreprise. C'est quand même dommage.
c'est quand même dommage de ne pas avoir l'habitude de réfléchir et d'écouter sur ce qui se passe en entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il y a une notion tout simplement d'écoute active à développer pour permettre la performance et permettre une performance qui soit basée, encore une fois, sur les piliers de la performance saine et pas une performance basée sur l'exceptionnalité, le bol ou le fait de se défoncer et de ne plus pouvoir fonctionner correctement pendant 6 mois derrière. Cette écoute active-là, elle passe par une capacité à questionner correctement, par une capacité aussi à bien écouter sans nécessairement chercher à répondre et d'autres piliers qu'on pourra travailler à l'occasion. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur la performance saine, avec un point fondamental qu'on va garder en tête, c'est que si on prend la performance seule et qu'on oublie le bien-être, qu'on le met loin derrière dans les priorités, on va avoir un truc génial qui va se passer qui s'appelle un burn-out. Voilà. Et que ça, c'est une réalité qui a été documentée à plusieurs reprises dans pas mal de travaux autour du management. C'est que si on pousse les gens à la performance en permanence et qu'on oublie totalement leur bien-être, alors on crée une véritable machine à burn-out. Un burn-out, en moyenne, l'arrêt moyen pour burn-out, c'est 8 mois d'arrêt maladie. Et derrière, c'est à peu près 2 ans avant de retrouver une personne qui fonctionne correctement. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrête les conneries sur le sujet et qu'on commence très sérieusement à s'intéresser à la notion de bien-être en entreprise. Parce qu'au moment où on arrête de mettre le bien-être entre parenthèses et qu'on se place plutôt dans une notion de « et », alors plutôt qu'avoir un burn-out, on a un truc très simple qui est recherché par tout le monde, qui s'appelle la croissance. Et ça, la croissance, elle est actuellement parfaitement possible en alliant performance et bien-être. Et ça serait intéressant que plus de personnes soient conscientes de ce message. Voilà, j'ai fait ça en à peu près 35 minutes. Et maintenant, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Je vous invite à réactiver vos micros. Alors, vous êtes 2, donc c'est relativement facile, hein. Je vais finir par vous interpeller par vos prénoms. Pierre, Sébastien, si vous avez des questions, c'est maintenant. OK. Pierre est dans un bureau et ne peut poser des questions que par... OK. Pierre, si tu as une question à poser par écrit, c'est avec plaisir. Ouais, vas-y. Écris si tu en as envie. OK. Sébastien, toi, tu es dans une pièce avec d'autres personnes également. Si tu as une question à soumettre par écrit, ça sera super. Tu es consultant et pas chef d'entreprise. Et est-ce que ce que je viens de présenter, du coup, ne te concerne pas? Parce qu'en tant que consultant, tu as quand même une certaine... Ah oui, OK. Et qu'est-ce que tu retiens de ce que tu viens de voir, Pierre? Un burn-out en 2020. Ouais, OK. 7 mois d'arrêt. Putain. Est-ce que tu as... Ouais, reprise, tu as 2 ans après. Et est-ce que tu as reconnu la situation que je décris en parlant de performance sans bien-être et de l'impact négatif qu'elle pouvait potentiellement avoir? Ouais, OK. Et maintenant, est-ce que ce que j'ai présenté aujourd'hui te permet de concevoir la performance sans le burn-out? Ah, alors oui, la conscience professionnelle mal placée, c'est un grand classique. On finit par vouloir toujours mieux faire et on s'oublie dans la bataille. C'est ça que tu veux dire par conscience professionnelle mal placée? Ouais. C'est malheureusement... alors, tu n'es malheureusement pas le seul. Mon équipe avant moi.
Et ouais, l'équipe avant toute chose. Mais c'est très bien de fonctionner sur une notion d'équipe, si tant est qu'on arrive à fonctionner sainement sur la notion d'équipe. Et est-ce que tu as reconnu certaines choses que tu as mis en place dans ce que j'ai présenté aujourd'hui, autour de la motivation, des routines ou des objectifs? Ah, ouais, la motivation intrinsèque, c'est un gros morceau. Les gens oublient assez régulièrement ça et sont plutôt sur la carotte et du bâton. Ok, Sébastien, est-ce que tu as des questions? Non, Sébastien, il est parti. Je ne vois plus que le plafond de Sébastien. Hey, salut. Si Sébastien a des questions, t'es le bienvenu. S'il n'y a pas de questions, bah, je vous propose qu'on s'arrête là. Hein. Attends, Sébastien, est-ce que tu es en train d'écrire ou est-ce que tu es en train... Ouais, ok. Comment prendre le recul quand tu es indépendant sur ton bien-être au travail? Alors, pour prendre du recul sur son bien-être au travail, il y a déjà... Tu t'es trompé de destinataire? Très bien, donne-nous-en. Ah, d'accord. Comment prendre du recul quand tu es indépendant au niveau de ton bien-être au travail? Ben, la première chose, en fait, c'est de voir si tes sentiments, là, j'ai parlé des trois sentiments de motivation intrinsèque, voir si les trois sentiments en question sont respectés. Donc, est-ce que tu te sens utile? Est-ce que tu prends du plaisir? Est-ce que tu te sens libre? En tant qu'indépendant et même en tant que consultant, hein, même si tu es un consultant, alors Pierre, euh, tu me diras si je me trompe, est-ce que tu es un consultant type ESN, SS2I, où tu es placé chez le client? Ouais, ESN. Alors, même si tu es consultant ESN, que tu sois indépendant ou consultant ESN, en fait, la question est la même. C'est est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que ça me semble utile? Parce qu'il y a des tâches qui peuvent être utiles, mais qui ne nous semblent pas utiles, en tout cas dans la marge du monde, et auquel cas, ben, on n'a aucune motivation vis-à-vis de ça. Donc, est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que ce que je fais m'apporte du plaisir? Et est-ce que ce que je fais me permet d'être libre? Et l'autre pan de la chose, c'est est-ce que je suis libre de faire les choses telles que je l'entends? Ces trois questions, enfin, ces trois aspects-là peuvent déjà te permettre de bien déterminer ton bien-être. Ensuite, ben, il y a une conscience à avoir sur son sommeil, donc une conscience à avoir ouais, sur son sommeil, sur sa qualité de vie, sur typiquement les sujets qui reviennent le plus souvent quand on parle avec les copains. Est-ce que c'est un sujet du type, oh putain, mon boulot me casse les pieds en ce moment, ou est-ce que c'est un sujet plutôt du genre, franchement, en ce moment, bon, le boulot, c'est pas facile tous les jours, mais qu'est-ce qu'on s'amuse? Mon objectif n'est pas de revenir mais un nouveau moi, tel que je l'entends en effet. Bah, typiquement, tu vois, là, tu as un travail de connaissance de toi à faire sur la notion de liberté, sur la notion d'utilité, de plaisir, mais aussi sur ce que vont être ce qu'on va appeler les valeurs hautes de Pierre. Hein. Donc, quelles sont les valeurs hautes de Pierre qu'il sert au quotidien? Et comment peut-il les servir au quotidien par son action professionnelle? Pour ce qui est de la conscience, la prise de recul sur le bien-être au travail, déjà, si tu commences à être plus attentif à comment tu parles de ton métier, est-ce que tu en parles en plus ou en moins? Comment tu parles de ton métier? Comment tu prends soin de ta liberté, de ton utilité, de ton plaisir? Et qu'est-ce que tu fous de tes soirées? Déjà, là, tu as une bonne matrice de questionnement sur ton bien-être au travail, une bonne matrice de prise de recul. Ok, du coup, moi, j'ai une question pour vous maintenant, là, pour vous deux. J'en profite. En espérant que vous n'entendiez pas mon voisin qui s'amuse avec un perforateur dans un mur, apparemment mitoyen. Euh, la question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui que vous allez implémenter au quotidien maintenant, ou en tout cas que vous allez garder? Avec quoi vous repartez de la présentation que je viens de vous faire? Dans l'immédiat, allez voir le cours sur les routines. Je te mets, attends, bouge pas, regarde, tac, je vais te poser le lien vers la vidéo, comme ça la vidéo va t'expliquer exactement
le parti pris que j'ai sur le sujet, qui est clairement, enfin, qui est un parti pris affiché et assumé, hein. Mais comme ça va te permettre d'avoir à la fois le contexte et le lien vers. Hop. Ok, Seb, tu es au clair sur le sujet. Eh bien, écoute, si ce webinaire t'a permis au moins de te rassurer, de te dire que finalement, c'est pas pire, comme disent les copains au Québec, ben, tant mieux. Alors, ça me fait plaisir. Ça valide, ouais, c'est ça. Bravo. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir été présent. C'est un plaisir d'avoir présenté ça pour vous. Je suis évidemment disponible en message privé sur LinkedIn, Facebook et toutes les autres plateformes sociales si vous le voulez. Et puis, je vais vous garder au chaud. Et puis, prochainement, il y aura certainement un autre webinaire sur un autre sujet. Allez, salut!